Merci Alain pour l'invitation, pour la présentation et pour avoir accepté que ce colloque passionnant se termine sur un titre qui peut paraître un peu tristouné, qui ne l'est pas du tout, et donc c'est tout de suite ce qu'il faut que je commence à justifier. Je vais repartir de ce que Galbraith appelle la sagesse conventionnelle, en l'occurrence bien sûr sur l'entreprise, évidemment du point de vue des économistes, mais peut-être au-delà des économistes, vous allez voir l'homme de la rue, sinon le dirigeant d'entreprise, rentre certainement dans cette sagesse conventionnelle. Alors, les conventions ont un côté un peu incontestable. Voilà, l'entreprise privée, c'est une affaire privée. Alors, j'ai compris, sauf voilà, voilà, sauf l'entreprise régulée. Mais bon, si vous me permettez, on va laisser de côté l'entreprise régulée, qui est un objet bien intéressant. Mais voilà, l'entreprise privée, c'est une affaire qui relève de la sphère privée. Alors, pour un économiste, ça se traduit tout de suite par une proposition plus abstraite, mais apparemment aussi peu contestable. Puisque c'est une affaire privée, on peut, même peut-être qu'on doit chercher à maximiser le profit de l'entreprise en question. Alors, dans les 30 ou 40 dernières années, dans cette période qu'on va appeler la financiarisation, il y a quelque chose qui s'est rajouté, qui n'était pas complètement absent de la période précédente, mais qui n'était certainement pas sur le devant de la scène comme ça l'est maintenant. La maximisation des profits doit se faire au bénéfice de l'actionnaire, pour une raison évidente, c'est que ce sont les propriétaires de l'entreprise. Et alors moi aussi, je vais évoquer, comme Jean-Philippe, comme d'autres, et je vais prendre comme symbole, pas comme cause, bien sûr, comme disons, tête de turc, l'argumentaire que Milton Friedman a développé en 1970 dans un article du New York Times, intitulé de façon provocante « La responsabilité sociale des entreprises, c'est, alors pas de maximiser, mais c'est d'accroître les profits ». Comme Jean-Philippe en a parlé avant moi, d'autres aussi, ça va me permettre d'aller assez vite, mais je vais juste rajouter un élément dont Jean-Philippe n'avait pas besoin dans son exposé. Le contexte était celui de l'émergence de la responsabilité, de ce qu'on va appeler la responsabilité sociale et environnementale, on va dire rapidement, pour gagner du temps, pour Alain, la RSE désormais. Et donc, Friedman veut tuer dans l'œuf cette chose extrêmement dangereuse qui lui paraît annonciateur des pires méfaits du socialisme. Alors, son raisonnement est absolument limpide. Les actionnaires ont de l'argent. Ils confient à des managers qui vont créer une entreprise avec cet argent. Et donc, mandat est donc donné aux managers de faire fructifier cet argent, bien sûr, au bénéfice des actionnaires. Les actionnaires étant donc, c'est évident, propriétaire de l'entreprise. Alors voilà, ça va donner lieu à toute la théorie de l'agence. OK. Alors là, voilà, j'avais juste besoin de ce tout petit rappel, mais ce qui intéressait Friedman, c'était de bloquer dans l'œuf l'émergence de la RSE. Bon, c'est un peu raté, mais bon, laissons cela de côté. Alors pourquoi ? Évidemment, dans ce schéma, qui a une sorte d'évidence, dans ce schéma, évidemment, la RSE, c'est une trahison du mandat des managers. Tout se passe comme si, en consacrant l'argent de l'entreprise à des choses d'intérêt général, et d'ailleurs parfaitement respectables, au fond, ils prélèvent un impôt sur ce qui est dû aux actionnaires, et ce faisant, ils se comportent comme des hommes politiques. Il y a des phrases, un développement très argumenté de Friedman sur ce point, comme des hommes politiques, alors qu'ils ne le sont pas, et donc ils ne sont pas soumis au contrôle démocratique des hommes politiques qui doivent passer à travers des règles du jeu et des règles de contrôle de leur activité extrêmement serrées. Donc ainsi, à travers la RSE, l'entreprise sortirait, vous voyez, subrepticement de la sphère privée pour s'aventurer dans la sphère publique. Donc, conclusion, surtout, alignons les intérêts, ce n'est pas tout à fait sa terminologie, mais c'est exactement l'idée, alignons les intérêts des managers sur ceux des actionnaires. L'intérêt des actionnaires, c'est très simple, ils ont un placement financier, vous voulez, comme nous tous, que ce placement financier vous rapporte le plus possible, donc il faut maximiser le profit. Et donc, vous voyez,
Les deux propositions de la sagesse conventionnelle se retrouvent là bloquées l'une contre l'autre, serrées l'une contre l'autre pour se tenir chaud, mais alors cette fois inscrites dans le marbre le plus solennel qui soit, c'est celui du droit de propriété privée. Tel était donc le projet, et Dieu sait qu'il s'est révélé influent, de Friedman. Or, on l'a dit, redit, l'argument de base, le point de départ, est juridiquement faux. Friedman a oublié tout simplement l'existence d'un écran entre les actionnaires et puis les actifs de l'entreprise, c'est l'existence d'une personne morale. Et à vrai dire, pour moi, économiste, ce point est une source de stupéfaction. Vous pouvez traverser toute la théorie économique, prendre tous les manuels que vous voulez d'économie industrielle, de théorie de l'entreprise, vous allez regarder dans l'index pour gagner du temps à personnalité morale ou legal person, et vous ne trouverez rien. Toute la théorie économique a cet impensé qui est que il y a deux sortes de sujets, il y a deux sortes de sujets de droit, il y a les personnes physiques et il y a les personnes morales. Alors, donc cette erreur, comme il y a cette erreur, si on la rectifie, toute la mécanique du raisonnement de Friedman, la mécanique remarquablement efficace, va fonctionner à l'envers. Et en fait, ces craintes vont se révéler justifiées. Voilà ce que je vais essayer de dire très vite. C'est-à-dire, effectivement, Friedman avait raison d'avoir peur. Il y a quelque chose de politique dans le fonctionnement de l'entreprise. Et du coup, de la même façon, la maximisation du profit prend une coloration complètement différente. Et le profit, dans cette configuration politique d'un type certes très spécial, va changer, doit changer de nature. C'est plus le revenu du capital, c'est un revenu sui generis. Je vais risquer quelques hypothèses. C'est le revenu de l'entreprise en tant qu'organisation. Friedman avait raison d'avoir peur. Deux mots, là, je vais m'exprimer de façon il faut aller vite, mais encore plus carrée et provocante, et apparemment personnelle, mais en réalité, je puise dans un patrimoine d'idées que nous développons à plusieurs, avec Jean-Philippe Robé, avec Baudouin Rocher, avec Antoine Lioncan, avec Stéphane Vernac, avec Jean-Michel Saussois, etc., au Collège des Bernardins. Voilà, et donc ce que je vais faire dans les quelques minutes qui restent, c'est je vais essayer, en tant qu'économiste, de me dire, tiens, qu'est-ce que ça change si, voilà, j'essaye d'intégrer l'idée que, bah oui, il y a des personnes morales, et en particulier l'entreprise est une personne morale. Qu'est-ce que ça change si j'essaie de le faire rentrer, je me situe bien sûr au niveau des idées, dans le corpus de la théorie économique. Et à ma grande surprise, je dois le dire, les conséquences sont très intéressantes, mais dévastatrices. Alors, sur l'erreur, bon, elle a été parfaitement illustrée. J'ai mentionné Jean-Philippe, mais Simon en a reparlé aussi, et maintenant, il y a d'excellents juristes anglo-saxons qui, à peu près à la même époque que Jean-Philippe Robé, ont dit la même chose. Voilà. Jean-Philippe, tout à l'heure, a dit... Vraiment, Milton Friedman, c'est le pire juriste de sa génération. En fait, je pense que Friedman était très intelligent. Et je pense que s'il a commis cette erreur, ce n'est pas parce qu'il ignorait l'existence des personnes morales. C'est plutôt que pour lui, comme pour la plupart des économistes, ce n'est pas vraiment une erreur. Et personnellement, d'ailleurs, je me heurte en tant qu'économiste, chaque fois que j'explique l'erreur, entre guillemets, de Friedman, de la théorie de la chance, à la réaction, les gens haussent les épaules, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? D'accord, les actionnaires ne possèdent pas l'entreprise, mais ils la contrôlent. Voilà, et d'ailleurs, ne parle-t-on pas tout le temps dans la presse d'acheter et de vendre une entreprise? Bon, c'est bien la preuve que peut-être que tu as raison à un certain niveau d'exigence sémantique, mais ça ne change rien en fait. Ben si, ça change quelque chose, et on comprend que Friedman ait commis cette erreur. Parce que les actionnaires ne possèdent pas l'entreprise, ils la contrôlent. Je passe
du langage de la propriété, droit subjectif, au langage du pouvoir. Du pouvoir, et pouvoir appelle une conception de la responsabilité tout à fait spécifique, et évidemment, ça ne peut pas du tout remplir l'objectif de Friedman et de tous les fondateurs de la théorie de l'agence, qui était d'ancrer l'entreprise définitivement dans la sphère du privé pour la protéger contre les horreurs de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, non, je crois qu'il a commis cette erreur en connaissance de cause. Alors, voilà, rapidement, et en sélectionnant les arguments, je voudrais vous montrer que je vais refaire fonctionner la mécanique du raisonnement de Friedman, mais évidemment dans l'autre sens, et vous allez voir que toutes ces inquiétudes sont justifiées. C'est-à-dire qu'apparaît une chose horrible et même répugnante pour un économiste correctement formé, comme moi, d'ailleurs aussi pour pas mal de chefs d'entreprise, quand on expose ce genre d'idées, c'est, vous savez, l'entreprise, toute entreprise privée, pas simplement l'entreprise régulée, toute entreprise privée, en tout cas côté en bourse, etc., a une certaine stature politique. Alors, je sais que c'est une hypothèse répugnante, et donc il faut acclimater le public avant de donner les arguments de fond. Alors, je vais commencer par vous montrer que dès qu'on passe au travers de cette répugnance instinctive, vous voulez mélanger l'économique et le politique, voilà, on pense aux soviets, enfin je ne sais quoi. Donc voilà, mouvement d'horreur. Vous montrez que dès qu'on le regarde tranquillement, sereinement, et je vais parler bien sûr du politique, pas de la politique, en fait, on est déjà plus ou moins dans cette configuration. C'est une hypothèse en fait tout à fait plausible. Alors, on pourrait développer chacun de ces arguments, je fais plutôt Après tout, le vocabulaire même de la gouvernance est incroyablement chargé de politique. L'Assemblée générale des actionnaires, le peuple des actionnaires, voilà, le PDG, président du conseil des ministres, etc., etc. Deuxième petit exemple, là je ne serai pas le mieux placé pour le développer, mais l'histoire nous montre que la libéralisation de la création, la reconnaissance de la personne morale pour les entreprises, ne s'est pas faite sans une résistance incroyable des États, sous l'effet de la concurrence d'ailleurs entre les États-nations déjà pressés, ou les États d'ailleurs des États-Unis, déjà pressés d'attirer sur leur territoire les sièges des entreprises. Je pourrais rajouter aussi les observations des sociologues du travail. Lisez Isabelle Ferreras, critique politique du travail, mais à vrai dire, tous les sociologues du travail vous diront qu'on ne laisse pas son costume de citoyen à l'entrée de l'endroit où on va passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine et 45, 45, 47 semaines par an. Et c'est encore plus vrai quand on passe à une économie de services. Dernier petit exercice que je vous suggère pour le week-end. Relisez ce texte magnifique de Renan, Qu'est-ce qu'une nation ? Et puis, relisez après n'importe quel manuel bien à jour de management sur la notion d'entreprise comme projet collectif impliquant l'engagement de tous dans le projet, j'ose pas dire le plébiscite de tous les instants, et vous êtes surpris vous trouvez, dirait Wittgenstein, un air de famille. Alors, voilà, j'ai peut-être diminué un peu vos résistances psychologiques vis-à-vis de cette hypothèse répugnante. Là, je vais vous donner, pour gagner du temps, je vais prendre juste un argument de fond. Évidemment, en tant qu'économiste, je vais prendre la théorie standard. Bon, la théorie standard, individualisme méthodologique, il y a des individus très rationnels qui maximisent leur utilité ou leur profit. Et puis vous mettez tout ça ensemble dans ce qu'on avait appelé un mode de coordination. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait que le marché qui était un mode de coordination, mais voilà, des esprits inventifs, mais néanmoins orthodoxes. Je pense à Coase, Williamson, etc. Et beaucoup d'autres disent non, il y a d'autres modes de coordination, heureusement d'ailleurs, que le marché. Par exemple, l'entreprise.
Et donc aujourd'hui, ça c'est une idée tout à fait standard, sophistiquée, de dire l'entreprise, c'est un mode de coordination. Alors maintenant, vous êtes économiste, vous adhérez à cette idée, parfaitement raisonnable, et vous injectez dans cette idée, vous injectez l'idée que l'entreprise, c'est aussi une personne morale, un individu qui prend des décisions. Et vous mettez ensemble mode de coordination et agent qui prend des décisions. Vous vous rendez compte? Un agent qui prend des décisions et qui est en même temps un mode de coordination. Ça devient quelque chose de bizarre, mais quand on y réfléchit, il y a un autre cas, y compris pour les économistes, et bien c'est l'État. L'État, personne morale de droit public, prend des décisions, et c'est aussi un mode de coordination. Donc la différence entre l'entreprise et l'État, il en demeure. Mais vous voyez, elle s'estompe singulièrement. Bon, si on se plaçait dans la tradition critique, la tradition de Marx, Sclater et de la régulation, on verrait encore plus vite l'entreprise comme un être politique. Dernier point, vous voyez, je vous ai montré que ce n'était pas si répugnant que ça, ça a une certaine logique, en tout cas pour moi, économiste, et même ça a des propriétés normatives. Un monde où on reconnaîtrait que, dans un certain sens à préciser, l'entreprise est un être politique, je mets plein de guillemets, est un monde qui serait supérieur au monde de Milton Friedman. Alors, premier élément, donc les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. OK. Ça a un impact du premier ordre sur le conseil d'administration. Au nom de quoi seraient-ils les seuls à décider de qui va faire partie du conseil d'administration? Qu'ils aient priorité, ou qu'ils aient le droit à participer à cette décision, cette élection, c'est évident. Mais au nom de quoi en aurait-il le privilège exclusif? Alors qu'il s'agit donc d'un pouvoir, non pas d'un droit de propriété, que ce pouvoir va affecter beaucoup de gens. Et donc ne dire qu'il n'y a que les actionnaires qui choisissent les membres du conseil d'administration, ça veut dire que institutionnellement, les titulaires d'un certain pouvoir disent qu'ils se désintéressent des effets de ce pouvoir sur les autres parties prenantes qui seront affectées. Ça, c'est un argument qui est difficile à défendre publiquement. Sinon, bien sûr, on pourrait rajouter, bien sûr, l'impact énorme des firmes sur le monde, bien sûr. Alors, on a parlé des firmes transnationales, de la constitutionnalisation. Constitutionnalisation, qu'est-ce que ça veut dire, sinon que nous sommes dans la sphère politique. Un dernier argument, peut-être mon préféré. J'aime beaucoup Polanyi, et je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinairement juste dans son diagnostic, le diagnostic de son grand livre, La Grande Transformation. Au lieu que l'économie soit encastrée dans le social, aujourd'hui, depuis la révolution industrielle, donc le social est encastré dans l'économie. On peut même aller encore plus loin que ce que pouvait dire Polanyi de son temps. Les jobs, les emplois sont encore plus aujourd'hui la condition d'accès au lien social, qui elle-même est une des conditions de possibilité du lien citoyen. Alors, vous voyez, en refusant l'idée d'une stature politique, entre guillemets, à préciser bien sûr, de l'entreprise, ça veut dire qu'on cantonne artificiellement quelque chose qui relève qui devrait relever du politique, on le cantonne dans la sphère privée. Est-ce que les difficultés, conjecture, les difficultés actuelles des démocraties représentatives, et notamment depuis la chute du mur de Berlin, est-ce qu'elles ne viennent pas justement de ce qu'il y a une part importante du politique qui est sous-développée politiquement, précisément parce qu'elle est artificiellement cantonnée dans la sphère privée. Conjecture. Alors, dernier point, avant de conclure rapidement, la deuxième proposition, elle portait sur le profit. Alors là aussi, les conséquences
sont dévastatrices, parce que si la firme, alors je me mets à la place de Friedman, évidemment, là c'est clair, si la firme appartient à ses actionnaires, bah oui, bien sûr, le profit revient aux actionnaires. Mais si la firme n'appartient pas aux actionnaires, et elle ne leur appartient pas, c'est déjà un petit peu plus embarrassant. Et en plus, Simon nous l'a dit tout à l'heure, à qui? On est souvent confronté à cette question. Bon, alors, ok, admettons, les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Mais alors, qui est propriétaire de l'entreprise? Et Simon vous l'a dit tout à l'heure, la réponse la plus raisonnable, c'est personne. Alors le profit devient une énigme, ou en tout cas la question de à qui revient le profit. Alors une énigme, mais pas un problème juridique, parce que juridiquement c'est clair, le profit c'est la propriété, et bien justement, de la personne morale de la société. Mais elle est distincte, patrimonialement, des actionnaires. Donc en fait, le problème n'est toujours pas réglé. Alors on va juste ouvrir quelques brèches, et vous voyez l'énormité des questions qui surgissent dès que l'économiste fait crédit au droit de ce qu'il dit sur la distinction, en tout cas, entre entreprise et société. Alors, dans les années 70, il se trouve que les économistes, dans la tradition keynésienne, avaient avancé l'idée suivante, déjà, il faudrait distinguer soigneusement le profit du revenu du capital. Ok, il y a le revenu du travail, ok, bien sûr, il y a le revenu du capital, d'ailleurs qui pose des problèmes de calcul, d'évaluation, etc. Mais il y a le revenu du capital. Mais il y a quelque chose au-delà. Et ce quelque chose au-delà qui va servir à l'entreprise pour autofinancer ses investissements, parce qu'il faut rappeler que ce ne sont pas les actionnaires qui financent l'entreprise, ils ont contribué à sa création, c'est l'entreprise elle-même. Les investissements sont autofinancés dans tous les grands pays industriels à 60, 70, 80, 90% sont autofinancés sur ce qu'on appelle les profits non distribués et qui sont, suggéraient ces économistes dans la tradition keynésienne, qui représentent en fait, peut-être le profit de l'organisation, du collectif qui s'appelle l'entreprise, au-delà du revenu, bien sûr, totalement légitime, du capital comme du travail. Au passage, cette idée a été reprise très récemment par les économistes du CLERC qui ont fait un rapport très intéressant sur le coût du capital en France. Alors, maintenant, cette intuition, vous voyez, des années 70 des économistes keynésiens, eh bien, je vais la greffer pour finir. D'abord, elle se greffe sur tout ce que nous venons de dire sur le caractère politique de l'entreprise comme un collectif, bien sûr. Le politique implique du collectif. Et moi aussi, je vais faire référence, ça va faire plaisir à David et à Simon, je vais faire référence à Elinor Ostrom. Parce que Ostrom, effectivement, ne s'intéresse en général pas du tout à l'entreprise, soyons francs, s'intéresse à des ressources naturelles. Mais il y a quelques passages très particuliers, très précis, dans ses ouvrages les plus récents, où elle réfléchit rapidement sur l'entreprise. Et en réalité, ce qu'elle dit, c'est que l'entreprise, la private corporation, en fait, elle dit c'est pas un régime de propriété privée, c'est un régime de propriété commune. Elle dit pas c'est un bien commun. Elle dit c'est un régime elle relève d'un régime de propriété commune. Et elle a cette phrase que je cite, c'est que le revenu qui sera partagé entre les actionnaires, le management et les employés, eh bien c'est ça le common pool resource à partager. Alors, ce n'est pas tout à fait le profit, en fait, ce serait plutôt le chiffre d'affaires. Mais laissons cela, il y a là un boulevard extraordinairement intéressant à emprunter pour réfléchir de façon nouvelle sur le profit. Il faudrait rajouter à cela, je termine, il faudrait rajouter à cela le fait que tout ce que je viens de dire sur le caractère politique, encore une fois, entre guillemets, mais plus tout à fait privé, pas tout à fait public, de l'entreprise, ça implique évidemment que le profit,
même sa mesure et ses règles de partage, ça ne peut pas relever d'un simple calcul aussi trivial mathématiquement qu'une opération de maximisation. Ça suppose un langage approprié, et ce langage, c'est la comptabilité. Et là, je voudrais justement rendre hommage à Coase, mais attention, le Coase numéro 2. Le Coase numéro 1, qui est déjà un grand esprit, celui des coûts de transaction, avec son frère jumeau qui est de Law and Economics, est beaucoup moins intéressant que le Coase numéro 2, qui a développé justement, mais dans des articles peu exploités, cette idée que la comptabilité est le langage propre des organisations que sont les entreprises, et ça n'a rien à voir avec le langage de mesure marchand. D'où l'erreur absolue, bien sûr, de la fair value. Alors, excusez-moi, donc je conclus. Pour ce propos, évidemment, j'ai abusé du fait que vous êtes fatigué en fin de... ça va être le week-end, donc un propos totalement conjectural. Et voilà, les deux propositions, c'est que, vous voyez, une petite modification dans le rapport entre le droit et l'économie en tant que discipline, eh bien, ça déplace considérablement la sagesse conventionnelle sur l'entreprise, en tout cas des économistes. Enfin, ce qui émerge de tout cela, c'est que l'entreprise, ce n'est pas un actif financier, ce n'est pas une chose que tel ou tel pourrait s'approprier. Eh bien, c'est une organisation collective qui se situe quelque part entre le privé et le public, un lieu de pouvoir plutôt qu'un objet de propriété, et par conséquent, c'est un nouveau champ d'application pour ce qu'on appelle l'exigence démocratique. Il y a plein d'applications possibles. C'est évident que ça a un impact sur les rapports entre le travail et le capital dans la gouvernance des entreprises. C'est vrai que du coup, maintenant, pour moi, économiste, des choses aussi bizarres historiquement que la codétermination allemande, aussi exotiques que le bicamérisme proposé par le rapport Bloch-Lenné et repris par Isabelle Ferreras, une chambre du travail, une chambre du capital, c'est peut-être pas si bizarre que cela, surtout si ça s'associe à une autre conception du profit comme le revenu de la combinaison du travail et du capital. Et évidemment, en externe, ça implique un autre type de relation, avec l'État, et le pacte de responsabilité aurait pu être peut-être une bonne intuition si, évidemment, il n'était pas en train de se réduire à toute allure à juste un processus de baisse des charges sociales sans réelle contrepartie. Merci de votre attention.